Je sais pas comment on dirait. Parce que, en fait, je suis en train d'assister à son séminaire, alors je voudrais trouver un truc, mais si je lui trouve un mauvais surnom, il va me défoncer derrière. Parce qu'il reste encore une journée de séminaire. Comment j'aurais pu te. Si t'avais voulu être un personnage préféré, t'aurais eu des pouvoirs, t'aurais eu un truc. Ah ben écoute, c'est Matt Bouchard qui sera pas content, mais moi aussi mon préféré c'était Superman à l'époque, donc je vais dire Superman même s'il se l'approprie. Ok, le Superman du développement humain, Oh, le c'est bon. Superman de la posture, Matt Boulet. Matt, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ben merci de m'offrir l'opportunité, c'est super cool. Merci à toi. Alors, on est dans des locaux un petit peu particuliers. On est en train de faire un séminaire Oui, de 2 jours pour l'Institut IP. oui. Ouais. Je pense que tu en parlerais mieux que moi. Juste avant qu'on y vienne, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour tous ceux qui vont nous écouter? Ben rapidement, je suis intéressé par l'optimisation du développement humain. Alors sur trois sphères, la sphère motrice, à savoir que je tiens à améliorer la façon dont les gens y bougent, la façon dont les gens y pensent et la façon dont les gens apprennent. Alors au final, mon objectif, c'est d'optimiser le potentiel humain et j'utilise différentes techniques qui sont basées sur des concepts neuro, entre autres la posturologie et la neurologie fonctionnelle. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était avec Anthony Baptiste, qui est là dans la pièce, qui est pas loin. Et la dernière fois qu'on reparlait de toi, il me dit, mais tu sais, c'est pas un posturo. Il me dit, c'est plus que ça. Il a géré des athlètes, je crois même des athlètes qui ont fait les JO. Ouais. Tu as géré beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu finalement ton métier? À quoi ça ressemble d'être Matt Boulet? Ben en fait, l'idée, d'un point de vue là, très philosophique, c'est de se tenir pour les autres et puis c'est de voir des fois ce qu'eux-mêmes sont pas capables de concevoir. Donc, tu sais, en entraînement, c'est simple, hein. Il y a des athlètes qui vont dire, moi, un muscle-up, j'y arriverai jamais. Et puis, pour eux, c'est quelque chose qui est totalement inatteignable, de par ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Mon job, en fait, c'est simple. C'est de les amener à se prouver que c'est quelque chose de possible pour eux, et pas en priant ou en souhaitant, mais en leur donnant accès à qui ils sont, entre autres, purement, mais simplement par des exos qui leur permettent de connecter leur cerveau avec leurs muscles, et on fait ça de par l'implication de différentes méthodes, dont la posturologie et l'intégration des patrons moteurs, qui fait partie de la neurologie fonctionnelle. Donc, mon parcours m'a amené au final, parce que ce qui est important, c'est pas mon parcours, finalement c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des méthodes d'une efficacité qui sont redoutables et qui, pour plusieurs, sont à l'avant-garde, mais en fait, qui sont ce qu'elles devraient être, parce qu'elles répondent mieux souvent que d'autres à la physiologie humaine. D'accord. Pour expliquer un petit peu ton parcours, parce qu'aujourd'hui on est avec beaucoup de corps de métiers différents Oui. presque. Ils ont tous le même but, c'est la performance, l'amélioration aussi de l'être humain dans parfois ses souffrances, comme l'ostéopathe, le kiné et le préparateur physique. Et toi, tu es passé par différents corps de métiers. Tu as été ostéo, il me semble. Oui, alors je suis formé comme ostéopathe. Maintenant, j'ai pratiqué l'ostéopathie classique et j'y ai ajouté d'autres techniques de thérapie manuelle comme le Active Release Technique, ART, le Muscle Activation Technique, deux techniques américaines. Je suis massothérapeute aussi de formation et puis j'ai été préparateur physique pendant quand même plusieurs années, entre autres avec du haut niveau. J'ai été formé par la NSCA, donc j'ai mon CSCS, où je l'avais à l'époque, je l'ai laissé aller. Et puis bon, les cours de formation continue, j'ai touché à tout ce qui touche l'entraînement de près ou de loin, donc Paul Chek, mon Dieu, Charles Poliquin à l'époque, et puis FMS, Guy Voyer, et il y en a d'autres. Donc au final, j'ai voulu me faire une tête sur comment est-ce qu'un être humain développe de l'accès à qui il est et à qui il peut devenir, ce qui est la partie qui m'intéresse évidemment davantage. À quel moment t'as décidé de créer une formation et un cadre qui te ressemblait plus? À quel moment tu as évalué des manques et tu t'es dit, ok, maintenant il faut que j'avance sur quelque chose d'un petit peu plus dense en termes d'historique? Parce que là, on voit qu'on part sur des bases très basiques du corps humain, tu l'expliqueras tout à l'heure, mais à quel moment tu as eu un switch comme ça où tu t'es dit, ce que j'ai, c'est pas assez? En fait, c'est jamais assez. Sauf que changer son fusil d'épaule en termes de paradigme, ça s'est fait quand même en 2007, je te dirais.
En 2007, j'avais suivi à ce moment-là la formation du docteur Bricot en posturologie au CIES pour la 4e fois peut-être. Ouais, des fois ça prend plus qu'une fois, hein. Et puis ça a définitivement été mon cas. J'avais suivi la formation pour la première fois en 2002. J'avais absolument rien compris. J'avais pas les bases et j'avais pas l'ouverture d'esprit non plus pour intégrer. Et en 2007, après avoir vu un peu plus qu'est-ce qui se faisait de façon conventionnelle, j'étais insatisfait des résultats que j'avais en clinique. Et je suis retourné et j'ai plus jamais regardé, c'est-à-dire, j'ai plus jamais été capable de mettre de côté l'aspect neurologique de la performance. Et je me rendais compte à ce moment-là que c'était parfaitement inconnu, c'était à peu près pas discuté. Et au-delà de la posturologie, il y a un courant américain qui s'appelle la neurologie fonctionnelle. Ce sont surtout des chiropracteurs qui ont développé des méthodes d'intervention, surtout basées sur des exercices. Et au final, à ce jour, ben, je suis formé dans les deux, donc j'utilise ces deux types de méthodes-là. Et l'Institut IP, c'est quoi? Ben, c'est un condensé de ce que j'ai appris en neurologie fonctionnelle, mais appliqué plus particulièrement pour la performance. Donc, je sais que tu fais du CrossFit, c'est tout à fait applicable à des gens qui veulent des perfs, parce qu'au final, des performances, c'est quoi? On peut que performer lorsqu'on a assez d'équilibre pour se le permettre, peu importe l'effort que l'on met dans notre entraînement. La preuve en est, il y en a plusieurs qui cassent, et c'est pas parce qu'ils veulent, c'est justement parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc, l'objectif des praticiens que l'on forme chez Institut IP, déjà, c'est de les amener à comprendre que les enjeux sont neuromoteurs et pas que moteurs. Et ça nécessite la compréhension du système nerveux dans son ensemble, dans un but de performance. Et ça, déjà, c'est un discours qu'il faut tenir de plus en plus parce que de toute façon, ça répond à la physiologie humaine. Ce qui est un avantage quelque part parce qu'on a une espèce de nuage, pardon, un peu dense comme ça, c'est nébuleux autour des pratiques d'un ostéo, parfois d'un chiro, même si parfois ils mettent toute la bonne volonté du monde. Et tu parlais de la récidive, du retour chez l'ostéo, de l'obligation de le revoir finalement parce qu'il y a des contenus qui ne tiennent pas. Du côté de la prépa physique, on en a aussi, c'est-à-dire que parfois tu vas beaucoup bosser un déséquilibre, mais tu vas t'apercevoir, et ça on en discutait avec Vincent Stignard, qui était posturo aussi, quand il était venu dans le podcast, que 3 semaines plus tard, il revient de vacances et tu as l'impression que tu dois tout repartir de zéro, et ça fait 6 mois que tu bosses avec. Donc il y a comme ça des moments où on se dit, il doit y avoir un truc auquel je pense pas, ou alors je passe à côté. Et l'idée, c'est quand tu interviens dans un truc qui présente le neuro, tu as toujours peur de te faire avoir parce qu'aujourd'hui, le mot neuro, il est tellement à la mode et à la mode pour tout. Ils font des formations avec du neuro, je sais pas quoi, et tu en entends le contenu de la formation, tu te dis, mais le mec se fout de notre gueule, il y a juste le titre qui est bien. Et là, on a eu beaucoup de débats aujourd'hui et c'est pas du tout le but n'est pas de raconter le séminaire, bien au contraire, mais justement de parler un petit peu de toi, comment tu avances dans cette spirale du mouvement, sur quoi tu te bases un petit peu. Aujourd'hui, on a vu les basiques, finalement, tu fais beaucoup de retour aux sources. À quel moment tu as eu cette idée d'aller chercher le développement de l'humain pour aller en trouver les conséquences? C'était le docteur Bricot qui m'a ouvert sur l'idée que la posture, c'est quoi en fait? Ben, c'est la résultante du développement moteur. Maintenant, à l'époque, en posturo, on bossait pas beaucoup d'exos. C'était vraiment les techniques de posturo de base. Et la clé, le truc qui manquait pour moi, c'était une façon de responsabiliser le client envers son enjeu, qui est dans le fond son potentiel et l'optimisation de son potentiel. Et avec des exos qu'on peut lui balancer, donc à raison de 3 qui durent 5 minutes par jour. Alors pour le CrossFit, c'est bien pour l'entraînement parce que les mecs, ils peuvent se balancer 3 exos, ça prend 5 minutes. Tu demanderas à Anthony Baptiste justement qui le fait toujours de cette façon-là. Et tu as encore 55 minutes avec lesquelles tu peux bosser sur des barres. Et la tendance en ce moment en CrossFit, et c'est ce que je vois moi sur le Québec, c'est que les réchauffements, des fois, c'est long. Et des fois, c'est même, on peut le dire, c'est des fois très long. Et des fois, on peut se dire, à la limite, est-ce qu'on se réchauffe pas plus qu'on s'entraîne? Parce que j'ai vu des réchauffements qui durent 30 minutes, où on roule à droite, on roule à gauche, on fait ce qu'on appelle de la
mobilité. Je sais même pas ce que ça veut dire, hein. Je le sais, mais en fait, ça veut un peu rien dire, ça aussi. Donc après, je me dis, est-ce que ça serait pas possible de travailler sur ces enjeux avec des exos qu'on veut peut-être plus ou moins faire, mais qui vont nous donner accès à plus de performance. Mais si on pouvait faire un ratio 5-55, là où le 55 c'est l'entraînement avec les barres, je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on propose à l'Institut IP. C'est-à-dire que c'est un réchauffement d'exercice de motricité. Donc, je veux dire motricité parce que neuro, c'est vrai que c'est un peu trop utilisé et motricité, personne ne comprend. Donc, à la limite, motricité, ça nous appartient. Alors, en fait, le slogan de l'Institut IP, c'est la motricité pour la mobilité. Parce que toute mobilité du corps humain passe par un contrôle moteur et le contrôle moteur, ben, c'est ça, la motricité. Alors, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu veux mobiliser une partie de ton corps, oui, tu peux te rouler sur un foam ou tu peux faire de la mobilité, mais si tu trouves la cause et que tu bosses sur le lien entre ton cerveau et tes muscles, une fois que ça c'est gagné, c'est gagné. Et la récidive dont tu parles, elle n'est pas normale, mais on est à un point où on l'accepte. Jamais tu accepterais d'amener ta voiture 3 fois chez le garagiste pour la même raison. À la 3e fois, tu lui remets les clés, tu lui demandes un remboursement. Tu lui dis, je comprends qu'on m'a remis un citron, mais je le veux plus. Alors vous me refilez une nouvelle bagnole ou vous me remboursez mon argent. Et chez le kiné, on y va combien de fois avant de dire c'est assez? C'est plus que 3. C'est beaucoup plus que 3, même chez l'ostéo. Alors, dès qu'on utilise une technique manuelle, on travaille sur une adaptation. Et je rejoins beaucoup Vincent Signard à ce niveau-là. L'idée après, c'est que oui, la posturologie, c'est super puissant et c'est l'outil que j'utilise à tous les jours. Mais jamais sans l'intégration des patrons moteurs qui passent par une implication active et consciente du sujet où il doit, par rapport à envers lui-même, se donner comme mission de s'actualiser. Et ça, pour moi, c'est clé dans l'opération parce que le but, c'est qu'il devienne indépendant et à partir du moment où il aura fait des exos qui deviennent de plus en plus complexes et qui est capable de voir le transfert dans ses performances, il ne voudra jamais arrêter de faire ces exos-là parce qu'il va toujours y voir un bénéfice. Ça, c'est un client que tu as à vie et pas parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il te demande, parce qu'il veut toujours plus. Tout à l'heure, là, tu évoquais le CrossFit. Et le CrossFit, c'est un superbe outil, très mal enseigné. Ça peut être un outil dangereux. Et c'est parfois aussi limité au matériel que tu as dans la salle. Et, ou aussi à la vision que tu t'en fais. Par exemple, c'est des mouvements fonctionnels exécutés à haute intensité constamment variés. Et si constamment varié pour toi, ça veut dire changer la charge de la barre, mais toujours garder la barre, des fois, tu ne vas pas t'apercevoir de grand-chose. Mais pourtant, tu as ces moments où tu vois une personne qui descend en squat et tu vois la barre qui est comme ça sur ses épaules, ou alors elle pousse au-dessus de ta tête, et puis il y a la barre qui est ici, et elle te dit « mais je suis droit ». Ouais. Et ça, c'est les moments où, bon, peut-être qu'elle ne l'a pas encore réalisé, alors là tu la filmes et c'est fini, elle va se demander toute la soirée qu'est-ce qu'elle a de pas normal. D'où on part quand on a ces choses-là devant les yeux? Est-ce qu'on doit crier? Est-ce qu'on doit fermer la porte? Ou est-ce qu'on doit virer ce membre? Si on est pour virer ceux qui ont des déséquilibres quand ils font de la muscu, il n'en restera pas beaucoup. Et il faut dire que déjà, la notion de déséquilibre, c'est intéressant parce que la perfection n'existe pas. Et c'est souvent la critique de ceux qui regardent le travail de motricité. Ils se disent « ouais, mais vous cherchez des bibites là où il n'y en a pas. Arrêtez d'être trop pointu, d'être trop coincé, d'être trop particulier parce qu'il n'y a personne de parfait de toute façon. » Et c'est ce que j'appelle du nivellement vers le bas. Et ça intéresse personne qui se tient pour soi et qui se tient pour les autres, le nivellement vers le bas, parce qu'en fait, on est codifié pour toujours vouloir plus. C'est la nature humaine. Et c'est pour ça que le communisme, il n'a pas fonctionné. Parce que même si mais sur papier, c'est bien. Sur papier, c'est pas mal. Ça fonctionne super bien. Tout le monde a le minimum. Il n'y a personne qui ne souhaite pas ça d'une part. Mais c'est qu'une fois que tu n'as pas accès à plus que le minimum, dès que tu l'as, tu t'emmerdes. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on aime le sport. Et c'est ce qui fait qu'on aime les athlètes de haut niveau. C'est ce qui fait que ça nous fascine. Parce que ces mecs et ces filles-là, elles vivent que pour le dépassement. Et ça nous inspire. Ça inspire des pays en entier. On regarde les JO. Qu'est-ce qui fait que les gens sont rivés devant un écran pour regarder de la natation? Ça emmerde tout le monde, la natation. Il n'y a personne qui regarde ça. Mais c'est vrai. Moi, le premier. Mais il n'y a personne qui regarde la natation ou le curling autrement que si c'est dans les JO. Les gens, ils s'en
tape les couilles. C'est pas des sports qui sont intéressants. Mais pendant 2 semaines, à toutes les journées où je revenais du travail pour les JO d'été, le soir, chez nous, c'est la natation. Je voulais voir autre chose, mais j'étais tellement fier à chaque fois de voir quelqu'un se dépasser. Et pourtant, je trouvais l'exercice d'une platitude presque absolue. Mais quand tu vois le mec qui a tout donné et qui sort de l'eau et qui a réussi à gagner une médaille ou les analystes vont dire lui il a très bien réussi par rapport à d'habitude. Mais c'est ça qui vient nous chercher. Alors que ce soit le CrossFit, la natation, après on s'en fout. L'idée c'est que ce qu'on recherche, c'est de voir chez soi et chez les autres le fait qu'ils s'élèvent. On n'a qu'une vie à vivre et l'idée pour moi, c'est d'aller chercher le maximum dans tout. Je suis un peu un défoncé de la vie sans fin, dans le sens où je vois chez les gens ce qu'eux ne voient pas chez eux. Mais tout le temps, au point où ça en est fatigant pour les gens, des fois parce qu'ils se disent « Ouais, mais est-ce qu'il va me lâcher, lui? » Parce qu'à un moment donné, je suis un peu bien où je suis en ce moment. Mais moi, je suis à peu près jamais bien. En fait, vraiment. Et je suis à peu près que heureux à chaque fois quand je réussis un truc. Et c'est problématique. Parce que ça serait quand même bien que, à la limite, sans que je fasse quoi que ce soit, je me dise, c'est bien. Mais ce qui vient vraiment me chercher, c'est ça, c'est le dépassement de soi. Et c'est pas la natation. Mais c'est quand je regarde le mec qui fait de la natation se dépasser. Donc, après, l'idée, c'est qu'il faut développer des outils, parce que d'en parler, c'est bien. Mais les cours de l'Institut IP, c'est quoi? C'est des outils pratiques, comme tu commences à voir et que tu vas voir davantage demain, où on est capable de regarder le mec et de dire, regarde, tu as des déséquilibres quand tu fais des soulevés de terre, quand tu fais des épaules jetées. On va aller aux causes. Et les causes, c'est quoi? C'est ce qu'on voit dans les cours, mais pour le dire rapidement, c'est tout l'aspect sensoriel. Le sensoriel, c'est l'information que le cerveau enregistre avant de produire du mouvement. Le problème avec la plupart des techniques structurelles, c'est qu'on considère que le sensoriel, il fonctionne bien. Quand tu l'as vu, 8 personnes sur 10, si c'est pas plus, dans la salle, il y a déjà un déficit entre l'aspect sensoriel, pied droit versus pied gauche, main droite versus main gauche, et demain, tu vas voir au niveau vestibulaire et proprio, la même chose. Donc, à partir du moment où les gens ils ont de la difficulté à analyser ce que leur cerveau interprète, eh bien, ce que le cerveau donne aux muscles, c'est pas mieux. Un répond de l'autre. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu justement comment il attrape ces informations? Qu'est-ce qui donne les informations au cerveau? Parce que c'est vrai que dans le cas d'une barre, si je l'ai dans les mains et que je la pousse au-dessus de ma tête, je ne suis pas censé regarder cette barre. Exact. Qu'est-ce qui nous donne cette information et qu'est-ce qui crée le déséquilibre, par exemple? Ce qui crée le déséquilibre, en fait, c'est la façon dont on a appris à se comporter. Et je dis bien comporter, mais d'un point de vue purement moteur, parce qu'entre 0 et 1 an, pour ce qui est de la maturité émotionnelle, puis il faut passer, hein, on n'a pas. On n'a pas parce qu'on ne peut pas se le permettre, en fait. Donc, entre 0 et 1 an, on développe l'accès à son corps, d'un point de vue purement moteur. Et ça c'est la base. Mais c'est la base de tout. Et quand je dis tout, je dis vraiment tout avec un T majuscule. Et à partir du moment où, par exemple, un gamin, il a rampé un peu plus avec le pied gauche que le pied droit, eh bien 15 ans, 20 ans ou 50 ans plus tard, comme tu as pu le voir dans le cours, il peut avoir des déséquilibres qui sont toujours présents et qui sont présents depuis toujours. À ce moment-là, les gens, ils aiment bien blâmer le fait qu'ils ont fait des squats il y a 3 jours et que c'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes. Maintenant, il faut leur faire comprendre que s'ils ont des problèmes, c'est à cause du fait qu'ils ont des déséquilibres depuis à peu près toujours et que peut-être s'ils n'avaient pas fait de squat, aujourd'hui, ils auraient moins de symptômes. Mais dans 2 semaines, ou dans 3 ans, ou dans 15 ans, il y a des bonnes chances qu'ils aient encore des enjeux à gérer, qui sont des enjeux qui les ralentissent en fait. Donc pourquoi pas, en date d'aujourd'hui, entreprendre ces enjeux-là et débloquer le système pour accéder à des performances. Et il y a entre autres, et il y a beaucoup avec des exercices à saveur neuro qu'on peut le faire, mais j'entends ce que tu dis, bien fait, dans le sens où on respecte la physiologie humaine et qu'on respecte l'ordre dans lequel s'établissent les priorités. Et c'est ce qui fait que le cours de IP, il est puissant, parce que, à la limite, c'est mieux que ce que j'ai vu dans les autres cours. C'est pour ça que je l'ai créé comme ça. C'est de donner aux intervenants un système qui permet de passer de A à B et de B à C et de savoir qu'on est complet dans l'intervention et qu'on manque pas et qu'on saute pas d'étape. Parce que c'est souvent malheureusement le cas, même quand c'est fait en termes de neuro.
Quand je disais que ça devrait être bien coaché, c'est vrai que j'ai pas détaillé le point de vue, c'est déjà être capable de voir ce qu'était un bon mouvement d'un mauvais mouvement, visuellement déjà. Il y a plusieurs étapes, je pense qu'on pourrait le diminuer, on pourrait le diviser en plusieurs strates, cette capacité d'un coach à voir ce qui se passe, mais je pense que ce serait aussi cette capacité à des fois se dire, ok, je suis peut-être pas en train de le sauver, je suis peut-être pas en train d'améliorer sa santé, à lui dire continuellement de pousser sa barre au-dessus de sa tête, alors que je vois bien que la barre elle est pas droite. Ouais. Donc c'est là où un bon coach devrait être capable à un moment donné de connaître ses limites et de se dire, attends, on va essayer ce que je connais. Et si je le connais pas, va falloir qu'on trouve une solution parce que je vais pas te laisser continuer à mettre cette barre au-dessus de la tête sans raison, alors que je vois bien que je suis en train de te faire plus de mal que de bien. Ouais. Et tu nous as appris tout à l'heure un petit peu que finalement notre rapport au monde était très tôt, c'est des parties les plus lointaines de nous qui nous permettent finalement d'apprendre le danger, en tout cas ce qu'on peut visuellement, Mhm. ce qu'on peut toucher, pardon, et ce qu'on peut appréhender aussi de par les pieds. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus le chemin presque neuronal qui se crée quand je crée un déséquilibre? Comment ça se passe? Ben, je vais te donner un exemple parce que sinon ça devient trop complexe. Mais le gamin, par exemple, puis c'est l'exemple du cours qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Donc, le gamin qui rampe que avec le pied gauche, eh ben, 15 ans plus tard, si on lui demande de faire des squats, des pistoles, squats sur une jambe, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être qu'à gauche, ça va être plus facile qu'à droite. On me dit, oui, mais par la suite, le gamin, après avoir rampé, il a marché. Et quand il marche, il peut un peu équilibrer le bassin. C'est pas vrai du tout, ça. Parce que quand tu marches beaucoup plus avec ta cheville qu'avec ta hanche. Si tu marches avec la hanche, c'est que tu as une pâteau. Mais en temps normal, tu marches avec ta cheville. Donc, ce que tu n'as pas gagné avec la hanche quand tu rampais, tu le gagnes pas plus quand tu marches. Peut-être un peu quand tu cours, mais tu vas courir comme tu as marché et tu vas marcher comme tu as rampé. Donc, de toute façon, tu travailles encore sur un déséquilibre. Alors, les mecs, il faut les faire ramper et il faut s'assurer qu'ils puissent ramper avec le pied droit comme avec le gauche. Et à partir du moment où c'est pas possible, eh bien, quand ils se mettent sous une barre, ils vont s'adapter dans le meilleur de leur capacité et ils vont shifter le poids sur le pied qui est plus accessible, le pied avec lequel ils ont déjà connecté, le pied qui les a poussés en avant 15 ans, 30 ans ou 45 ans auparavant, quand ils ont appris à ramper. Après, la barre, ils vont la mettre au-dessus de la tête. Il n'y a pas de souci. Mais comment? Et toi, tu vas regarder le truc, tu vas être derrière la tête, tu vas dire la barre, elle penche toujours à droite. Et là, tu vas faire ce qu'on a tout fait. Tu vas le dire à ton athlète et tu vas dire, hey, il faut que tu pousses un peu plus avec le côté droit. Et là, la tête, il va te dire quoi? Ben, je pensais que je poussais de façon égale. Parce qu'on s'habitue à tout. Et c'est un peu problématique tout ça. Parce qu'on s'habitue à la misère. Et on s'habitue à nos déséquilibres. Ils deviennent notre nouvelle norme. Parce qu'on l'a bâti depuis le début de notre vie. Alors le mec qui a 27 ans, on se dit il est jeune, il est en forme, il ne devrait pas avoir de troubles. Ça fait 26 ans qu'il a son déséquilibre. Parce qu'il a dû maîtriser à peu près 70 mouvements sur 12 mois pour tenir debout. S'il n'a pas exploré sa motricité de façon complète, de façon globale, eh bien à ce jour, il joue sur des déséquilibres qu'il a depuis toujours. Il les a encore aujourd'hui. Et après ça, on peut bien blâmer le CrossFit pour tout et pour rien. Et tu disais que des fois, c'est pas enseigné comme ça devrait. C'est vrai, mais on peut dire ça de toutes les formes d'activité physique. On peut dire ça du bodybuilding, on peut dire ça de l'haltérophilie. Après, les gens, plus ils sont équilibrés, plus qu'ils peuvent tolérer un mauvais coaching. Et si le coaching est bon, ben d'autant plus. Quand on regarde les programmes d'entraînement que faisait Arnold dans les années 70, il y a des exos qu'il faisait, on regarde ça aujourd'hui, puis on se dit, mais c'était imbécile. C'était imbécile parce que ça n'avait pas vraiment de fonction, il n'y avait pas vraiment de résultats qui pouvaient venir de cet exo-là. Les twists avec le manche à balai, là. Bon, il y a une caméra, mais tu sais, les mecs qui se tournent comme ça, là. Arnold, il en faisait. Il disait que ça développait une taille plus fine. C'était sûrement pas vrai. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a certaines bases, on peut faire des fois des choses qui sont pas top puis très bien s'en sortir. Donc, je trouve qu'on blâme souvent le coaching comme étant la cause, j'ai bien dit la cause,
de ce qu'on voit qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Et après, les coachings en CrossFit, souvent en formation continue, ils vont être faits pour amener les coachs à être meilleurs à coacher. Je veux bien, mais l'athlète qui a ses déséquilibres et qui lui appartiennent, peu importe ce qu'on va lui dire, il va encore désaxer la barre au-dessus de la tête. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, Anthony l'a vécu, on l'a tous vécu. L'idée, c'est de pouvoir aller au-delà de l'adaptation qui mène à la compensation et de travailler la cause. Et c'est définitivement pas parce que le mec, il est assez con pour vouloir pousser plus avec la main gauche qu'avec la main droite. Il n'y a personne qui est con comme ça. Parce qu'on le sait tous que c'est pas efficace. Après, c'est quoi un bon mouvement? Un bon mouvement, c'est un mouvement qui demande le moins de dépenses d'énergie possible. C'est ça un bon mouvement. Parce qu'il y a toute cette culture de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. C'est faux, il y en a. Il y a des mouvements qui sont plus efficaces que d'autres et ça se calcule en coût énergétique. Le mec qui pousse la barre au-dessus de la tête avec un déséquilibre, il faut qu'il le gère, ce déséquilibre, sinon lui, il tombe. Ça coûte plus cher. C'est con. C'est con parce qu'on peut faire mieux. Et si on lève de la même façon avec les deux bras, c'est qu'on a deux pieds qui sont stables, on a le côté droit qui reconnaît le côté gauche, on a les deux côtés du cerveau qui se parlent et ça attaque plus vite, ça attaque mieux, ça attaque plus souvent. Et c'est ça de la perf. Tu parlais du CrossFit, alors il y a pas que des CrossFitters qui écoutent, je te rassure, il y a beaucoup de prépa physique et d'athlètes en général. C'est vrai que moi, il y a un truc dont je me suis toujours défendu, c'était d'accepter de prendre la responsabilité des blessures de tout le monde, en entendant au début que le CrossFit allait plus blesser les autres. C'était des études un petit peu biaisées, il y a eu une petite affaire comme ça aux States. Et l'idée, c'était de me dire, oui, mais si on fait des mouvements répétitifs à des personnes, c'est sûr qu'elles vont se blesser. Et j'étais là, oui, mais quand le dernier sport que tu as fait, c'était de force au collège en troisième, alors attention, le collège, c'est le vrai collège, c'est avant le lycée chez nous, c'est avant la high school, Ouais. on part sur un problème, c'est-à-dire que ton corps est désadapté à l'entraînement. Et aujourd'hui, je découvre en plus que ça se trouve depuis bébé, ton corps est désadapté à la symétrie. Et Ouais. ça m'a touché un petit peu parce que du coup, je me dis 72 mouvements Ouais. à acquérir afin d'éviter tous ces troubles, ça paraît énorme. C'est énorme. C'est énorme dans le contexte environnemental que l'on connaît dans les sociétés qui sont industrialisées. Le problème, c'est que les pays de l'Occident se pensent plus intelligents que les autres. Donc, ils se disent nécessairement ça peut pas être dans la façon dont on fait les choses parce qu'on les fait mieux que les autres. C'est vrai. On se pense vraiment plus intelligent que les gens qui sont moins évolués en termes de technologie. Quand au final, on se rend compte que la force d'un système comme celui de IP, c'est que c'est hyper dénudé, c'est simple, c'est accessible, c'est même un outil qui est démocratique. Tout le monde peut faire des exercices de motricité. En soi, ça coûte rien. En termes de matos, on parle d'un Neurospike. On est à 15 balles. Ok. Alors après, c'est accessible pour tous. Et ça, je pense que ça dérange parce qu'on est dans une société qui veut compliquer et qui veut finalement toujours créer un peu ce oui, mais il faut faire ci, oui, mais il faut faire ça. Ah, mais tu sais, tu comprendrais pas. C'est compliqué. Et puis IP, c'est exactement l'inverse de tout ça. C'est de dire, on vous a beaucoup trop dit que c'était pas accessible, on vous a beaucoup trop dit qu'il y avait des limites dans la vie. En fait, on a tué le rêve de beaucoup de gens en leur disant que ce qu'ils avaient en tête, c'était pas possible. Et si j'ai un objectif dans ma vie, puis je sais que je le partage avec Tony parce que on est sur la même longueur d'onde surtout, c'est ça. C'est de regarder les gens dans le blanc des yeux puis leur dire c'est possible et puis on va le faire. Et ça, je pense que c'est beaucoup, beaucoup trop rarement présent comme discours, tout simplement parce qu'on se permet pas de rêver puis on se donne pas les moyens de nos ambitions. Puis la motricité, en fait, comme c'est les premiers acquis de l'être humain, c'est ceux sur lesquels tous les autres dépendent. Donc, à partir du moment où on a une bonne motricité, mais absolument tout est possible. Et ça, il faut le dire plus. Tu as parlé aujourd'hui d'enfants qui étaient capables de gérer une tablette à 3 ans, Oui. mais incapables de finalement acquérir leur motricité naturelle, c'est-à-dire même ramper. Oui. Et si tu avais 3 conseils à donner à des parents avant qu'ils deviennent des parents moins bons, du coup. Oui. Oui, oui, parce que en fait, des erreurs comme parent, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais d'emblée que je vais en faire. Puis en fait, c'est pas des erreurs, hein, c'est qu'on fait Tu sais du. d'emblée que tu vas en faire des enfants ou des erreurs?
Les deux. Ok. Et je vais avoir autant de plaisir à faire les deux, en fait. Peut-être même plus les erreurs, ça dépend lesquelles. Mais l'idée, c'est que il y a trois choses qu'on peut facilement suggérer. Un, c'est tolérance zéro pour les tablettes ou les téléphones avant 3 ans. Les études sont claires, et ce sont des études, c'est plus des opinions, qu'avant 3 ans, le cerveau, il peut pas gérer l'information des tablettes ou des cellulaires de façon avantageuse. En fait, ça a des effets négatifs sur le système dopaminergique et sur le développement moteur de façon plus générale. On pourrait s'étendre, mais on n'a pas le temps. Le deuxième truc, c'est le plus possible, il faut permettre aux pieds des bébés d'être mobiles. Alors, le moins possible, les chausser avec des souliers. Et si on a affaire dans les souliers, il faut choisir ceux qui sont les plus flexibles. On va me dire, oui, mais les chevilles sont faibles. Oui, mais si on veut qu'elles deviennent fortes, il faut que le pied puisse bouger. Et si le pied n'a pas accès au mouvement, eh bien, elles seront faibles pour toujours. Et ça, c'est pire. La troisième chose qu'on peut suggérer, déjà, c'est d'éviter tous les gadgets supposément avant-gardistes, comme les Yupala, qui en fait, ou les marchettes, qui prématurément demandent à l'enfant de se verticaliser avant même qu'il ait passé par ces phases de développement tout à fait normales, inscrites dans son code génétique et qui représentent l'évolution de l'espèce humaine et des espèces qui l'ont précédée. Ok. Ce serait ramper, ensuite. Entre autres, ramper, se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, développer de l'appréhension au niveau des mains, au niveau des pieds. Et en fait, bon, 72 mouvements, mais déjà ramper et se retourner d'un côté et de l'autre, ça bonifie déjà plusieurs systèmes. Alors, il y a ramper ventre au sol, il y a ramper à quatre pattes, il y en a plusieurs autres. Mais l'idée, c'est déjà de donner accès au mouvement, autant lors du sommeil que lors des phases d'éveil. Et à ce moment-là, c'est vrai que l'idée, c'est de permettre le maximum de mouvements possible, tout le temps. Est-ce que maintenant qu'on a parlé des enfants, j'ai fait ma bonne action pour ma sœur qui me regarde parce qu'elle a deux enfants. Et maintenant, je peux partir dans le vif du sujet. Au niveau athlétique, quand tu regardes, je pense que comme tu aimes le dépassement, tu regardes beaucoup de sport. Ouais. Au niveau athlétique, qu'est-ce qui te choque le plus parfois quand tu regardes les athlètes performer? Est-ce qu'il y a des sports où tu te dis, ouais, s'ils avaient accès un petit peu à ce que j'ai, on pourrait en aider certains? Est-ce qu'il y a des sports comme ça où tu vois que il y a une domination pardon, une dominance d'un côté par rapport à un autre et tu te dis, il manque quelque chose, ce genre d'intuition-là? Au football américain, il y a une culture, et je dis bien une culture de l'étirement statique avant les matchs. Alors, c'est un rituel où les mecs, ils se positionnent en rangée et tous ensemble, ils font les mêmes étirements. Ils ont un guide qui est un des leurs, peut-être le capitaine de l'équipe, je connais pas assez, et qui se positionne devant tous les autres. Et au football américain, les équipes, il y a plusieurs joueurs, hein. C'est gros. Et ensemble, ils font tous les mêmes étirements en même temps. Alors, je comprends l'idée de rassemblement, puis de dire on fait tous la même chose en même temps, puis c'est un truc en fait qui nous rassemble avant d'aller se défoncer contre d'autres mecs qui veulent le ballon. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a des études, et il y en a plusieurs maintenant, qui démontrent que de s'étirer de façon statique avant un match, ça crée davantage de problèmes que ça crée des solutions. Donc, à partir du moment où on a la science qui dit de faire un truc, c'est pas génial, mais que la culture d'un sport est plus imposante que la connaissance scientifique, c'est moche pour la performance. Donc, je me dis toujours, à partir du moment où, par exemple, dans le football américain, et c'est vrai au hockey sur glace aussi, les mecs, ils vont faire quelques tours de patin avant de commencer à jouer, mais avant même la chute, ils vont se positionner dans le coin de la glace, ils vont faire des étirements statiques et après ils se mettent à jouer. Et je me dis à partir du moment où on sait que ça répond ni à la physiologie humaine dans l'objectif qu'on a ciblé avec les étirements, ni aux études qu'on a à l'heure actuelle, ça serait intéressant de voir si on peut pas avoir des meilleures performances et encore moins de risques de blessure si on travaillait de façon, et je vais le dire, intelligente et non de façon émotive. Alors ça, je trouve ça décevant. Maintenant, j'aime bien les perfs, mais je te dirais que la plupart du temps, je préfère lire des études que de regarder du sport. Ok. Il y a que les JO qui me font vraiment triper parce que c'est toute cette question d'identité nationale que je trouve belle à voir, peu importe qui gagne en fait.
de voir des gens fiers de faire partie d'un truc qui est leur pays et de se tenir pour leur culture et qui ils sont, peu importe le pays et la langue, je trouve que c'est beau. C'est quelque chose qui m'allume. Donc, je suis très fier d'être Canadien. Je porte souvent et beaucoup des chandails, des tucs du Canada parce que, en fait, je pense que c'est bien d'être fier de nous et de qui on est et de nos forces et puis de nos faiblesses aussi en même temps. Et c'est bien parce qu'après ça, les gens nous reconnaissent pour qui on est et on est capable de les reconnaître pour qui ils sont. Et les Jeux olympiques, c'est cool parce que finalement, tu le sais, c'est tous les pays. Et puis, finalement, c'est un rassemblement où la performance est au cœur du jeu. Mais donc, les JO, je regarde. Et même que je viens obsédé pendant 2 semaines, je veux que regarder les JO. Après, je te dirais que je retourne lire des études. Ok. Sur les études, justement, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que, est-ce que tu crois toujours autant aux études? En fait, c'est que chacune des études que je lis, c'est une contribution à l'humanité. Ok. Après, je crois davantage à la physiologie humaine qu'aux études. Parce que les études, il y a toujours un biais. Et ce biais-là, des fois, il parle très très fort. Et des fois, les études, elles sont pas très bien faites. Et des fois, elles sont mieux faites. Tout ça pour dire qu'au final, une étude, c'est une perspective. Et moi, je raffole de perspective. La vérité absolue, elle n'existe pas. Mais plus qu'on se fait une tête, le plus qu'on est efficace dans l'intervention avec le client, et meilleurs sont les résultats. Donc, mon idée, c'est de me faire une tête qui est toujours de plus en plus pointue, en fait. Et c'est que à force de lire de la littérature qu'on se fait une idée. Ça et l'application avec des outils. IP, c'est un peu c'est un peu le mélange parfait de ce qui se fait en littérature. Mais si on faisait que ça, il n'y aurait pas d'outils. Donc, ça prend des outils. Mais c'est des outils qui répondent et à la physiologie humaine et dans certains cas à des études. Et on essaie de faire le meilleur de tout ça en 2 jours dans le contexte, par exemple, d'un cours 1 comme tu suis en ce moment. J'ai, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de formation. La dernière, ça remonte à un ancien podcast, c'était Julien, parce que un jour on m'a fait une remarque. On m'a dit, c'est vrai que les formations c'est bien. Et il y a ceux qui en font jamais, qui sont persuadés d'avoir tout eu dans leur cursus universitaire ou par l'expérience, et qui sont un petit peu fermés. Et il y a ceux qui en font tout le temps. Oui. Et ceux qui en font tout le temps, ils sont parfois à la recherche du truc que les autres n'auraient pas. Ouais. Je peux me mettre en guerre avec tout le monde parce que maintenant j'ai quelque chose que les autres ont encore pas fait, ou Oui. pas encore fait. Mais c'est vrai qu'on m'avait un jour signifié l'idée, fais gaffe avec tous ceux qui ont plein d'études, enfin qui ont plein de formations, parce que la plupart du temps, ils n'ont encore rien commencé à appliquer. Et Ouais. tout à l'heure, on parlait, on avait ce petit truc cette petite discussion sur justement ces gens que tu veux aider et qui sont pas prêts à être aidés. Mais parfois, c'est un petit peu pareil avec les formations. C'est cette personne qui veut absolument toutes les formations, mais qui n'est pas prête à bosser sur ce qu'elle a appris. Et aujourd'hui, je suis venu parce qu'en fait, j'ai vu les petites vidéos et il y avait deux, trois capsules qui m'ont. Ah, j'ai fait, tiens, là, il y a un truc que j'ai besoin de Il y a savoir. quelque chose. Ouais, il y a un truc. Tu sais, quand tu sais qu'on n'est pas en train de te vendre un bullshit et tu te dis, ok, là, il faut que j'aille voir parce que là, je sens que ça va fitter avec ce que je comprends et même si ça ne fit pas, ça va me permettre de réfléchir à tout ça. Ouais. Au niveau, au niveau du contenu que tu présentes avec IP, à quel point ce que tu présentes c'est activable et à quel point ensuite tu vas quand même laisser à la personne son choix d'être ce qu'elle est. On a discuté avec les ostéos aujourd'hui, mais parce que ils peuvent se servir des chemins qu'ils ont pour ouvrir des portes et s'en servir. Ouais. Ma question c'est, est-ce que en se servant simplement d'outils posturologiques, on peut compenser, enfin on peut recompenser, je ne sais même pas si ce terme existe. Je fais attention avec les termes parce que je me suis fait reprendre sur Instagram avec un professeur spécialiste de l'Estre qui m'a fait une petite capsule justement sur mon erreur. Alors je fais attention, mais j'en fais plein moi, des erreurs de français. En plus, des fois, je fais du franco-anglais. Nelson Montfort Forever, c'est un mec qui parlait franglais justement sur les Jeux Olympiques chez nous. L'idée, c'est, ok, je suis un préparateur physique. Et si je fais justement ces réajustements nerveux, sensorimoteurs, est-ce que ça m'empêche de devoir continuer ce travail de profondeur? Parce que j'imagine que quelqu'un qui a été désadapté pendant 25 ans, il y a bien des endroits où je dois bosser spécifiquement avec lui dessus. Maintenant, c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce que ce travail, il est inutile? Est-ce qu'il se fait après?
Et il doit se faire après, à mon avis, parce que tu peux continuer à faire la même merde et remuer encore le truc, et tu n'auras pas la bonne patte. Par contre, si tu réajustes petit à petit ce que tu veux faire grâce aux outils de développement basiques, enfin de base, basique je m'entends, c'est ce que tu nous expliques aujourd'hui sur le sensorimoteur, les premières informations qu'il n'a pas eues de 0 à 1 an, est-ce que tu dois quand même continuer à travailler? Parce que j'ai toujours eu du mal avec ça, avec le clic-clac, ah c'est bon, t'es dans l'axe, maintenant tu devrais plus avoir de problème. La vérité c'est que tu remets pas en un claquement de doigts ou même deux trois exercices de 5 minutes le corps dans une perspective d'évolution saine. Comment tu quantifies ça? À quel point tu laisses la part à la personne qui fait le boulot dans la prépa par exemple? Tout est bon. C'est bon. Maintenant, il y a des trucs qui sont meilleurs que d'autres. Ouais. Mais tout est bon. Et c'est vrai parce que si un outil existe, c'est qu'il a une validité. Alors, par le fait même, il a sa raison d'être. Après, c'est de savoir on fait quoi et on le fait quand. Ouais. Et dans quel ordre. Alors, moi, ce que j'aime faire, je te dis pas que c'est la bonne chose à faire. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Puis j'ai quand même pas mal étudié tout ce qui se fait là. J'aime commencer avec un mélange posturologie, patron moteur. Et dans les 3 premiers mois de l'intervention, pour ceux qui ressentent le besoin de faire plus, je leur dis go. Ok. Parce que ça peut que aider tout le monde. Mon but, c'est qu'ils aient de moins en moins besoin d'intervention de nature corrective. Parce que de toute façon, c'est pas normal d'avoir besoin d'un traitement. C'est pas normal. Ça, c'était une phrase que j'ai retenue aujourd'hui. On est tellement habitué de dire je vais chez le kiné, je vais chez l'ostéo. En soi, il n'y a pas de souci, c'est pas malin. Mais c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors moi, j'ai rien contre. Au contraire, j'en fais la promotion. Et au contraire, sur Montréal, je bosse avec tous ces gens-là. Mon but, c'est qu'ils aient pu avoir les mêmes personnes à partir du moment où on a stabilisé le système. Ils pourront en voir d'autres. Il y a 7 millions de personnes au Québec. 8. Je crois qu'ils ne manqueront pas de boulot si les gens sont conscientisés au fait que ça peut les aider. Après, l'idée, c'est que ça ne devienne pas une béquille. Et c'est souvent ce que je vois, c'est trop souvent ce que je vois, que ce soit avec les chiropracteurs qui sont plus populaires chez nous que chez vous en France, ouais, les ostéos, les kinés, les massos, les trucs, les machins, et ainsi de suite. Ça devient une béquille où les gens me disent mot pour mot, si je ne vais pas voir le X, Y ou Z à toutes les 1, 2 ou 3 semaines, je ne peux plus fonctionner. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance et c'est pas se tenir pour la dignité humaine. Par exemple, pour compléter un petit peu mon idée, c'est finalement j'entame un travail de profondeur avec quelqu'un parce que j'en ai marre qu'il se blesse au même endroit. Ouais. Mais lui, il est complètement obsédé par son travail de la force. Par exemple, on va dire le squat. J'ai un shift en bas de mon squat. Ouais. Et je continue à m'entraîner en force malgré le fait qu'on essaye de mettre en place un entraînement et malgré le fait que tous les 3 mois je suis obligé d'être arrêté, donc je progresse jamais en force. Ouais, exactement. Quel est l'impact au moment où tu commences? Tu commences, donc c'est pas fini ton idée de traiter cette cause. Mm-hmm. Quel est l'impact de toujours vouloir remettre des forces qui sont pas encore réadaptées sur le chemin de ton réalignement? Est-ce que ça va jouer contre? Non, ça joue pas contre parce que de toute façon, la cause, c'est pas le fait que le mec, il a pas fait assez de squat dans sa vie ou qu'il en a trop fait. C'est pas un enjeu. Ça fait même pas partie de l'équation. Maintenant, est-ce que ça ajoute du stress corporel? Eh oui. Est-ce que ça ralentit pas un peu peut-être? Peut-être. Un peu. Mais comme c'est pas la cause, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai très peu à dire aux gens arrête de faire ci ou arrête de faire ça. Parce que de toute façon, ce qu'ils font, c'est pas la cause de leur problème. Okay. Mais ils ont une dette. Et ils ont une dette envers eux-mêmes. Parce qu'ils fonctionnent sur un système qui est compensé pour faire des activités complexes pour lesquelles ils n'ont pas les prérequis. Donc, mon job, c'est de les amener à comprendre qu'ils ont besoin des prérequis pour se dépasser. Et c'est à moi à tracer le chemin qui les amène à se dépasser sans se déséquilibrer davantage. Okay. Et c'est là où, au final, l'idée, c'est de créer des opportunités et de fermer le moins de portes possible. Et c'est ça que les gens ils veulent finalement.
il y a eu tellement de débats là-dessus, mais il y en a qui te conseillent d'arrêter d'entraîner ton côté fort, que ce soit devant ou derrière, que ce soit un bras par rapport à un autre ou une jambe par rapport à une autre, de relâcher pendant que tu travailles l'autre. Mais Il y a des toi, gens qui disent ça. ouais, il y a toujours des gens qui disent ça. Wow. Mais quelle est la possibilité du cerveau à se dire je vais à gauche ou je vais à droite? C'est la survie. C'est la survie. Tu as une charge sur les épaules. Tu as développé un accès avec ton pied droit plus favorable que ton pied gauche. Quand vient le temps de te sortir du trou et que tu es proche de l'échec musculaire, ton bassin va aller du côté où tu es fort. Tout le temps. Sinon, tu risques la mort. Et ton corps, si toi tu la veux, lui, il la veut pas. Donc, tu peux t'ostiner. Mais les gens qui s'ostinent, des fois, ils disent qu'ils s'ostinent contre les autres. Ils s'ostinent toujours avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Les autres, c'est pour faire des distractions. Les plus grands combats, c'est avec soi qu'on les vit. Après, on a à gérer des gens dans notre vie, mais ça devrait être plaisant en fait. Tu regardes ton et puis moi, il n'y a pas de gestion. Ouais. C'est toujours que positif. Parce que ton et moi, on s'est dit, pour nous, on va se tenir et on va se tenir pour les autres. Après, on n'a jamais besoin de parler de quoi que ce soit. C'est ça la vie. Ça c'est supposé être ça. Et puis je parlais à ma copine de Tony parce qu'elle ne l'avait pas encore rencontré. Puis je disais, tu comprends pas là. Tu vas rencontrer Anthony, puis tu vas voir pourquoi toi et moi aujourd'hui on est ici. Parce qu'on a combiné vacances et travail. Mais j'ai fait comprendre, j'ai dit, c'est parce qu'on se tient pour les autres. Déjà, on se tient pour soi, et après, ça nous permet de faire la même chose pour tous les gens qu'on rencontre. Et si sur 2 ans et demi, on est maintenant bientôt dans 3 pays européens et qu'on a plus de 215 personnes qui ont été formées, c'est qu'ils ont tous compris et vu ce que tu as vu en 7 heures. C'est le fait qu'au final, on en a marre des excuses à la con, des explications qui n'ont pas de backing physiologique ou scientifique, et que parce qu'un mec s'est levé le matin et qui avait une réputation quelconque, et qui était charismatique, et qui a dit A et qui a dit B, et que tout le monde s'est mis à répéter le truc sans comprendre de toute façon, il faut que ça arrête ces choses-là. Même sans essayer, surtout, c'est ça qui, des fois, me. Enfin, Ouais. c'est facile de nommer quelqu'un parce que tu fais quelque chose. Ouais. Mais est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que tu as eu des résultats? Et parle-en franchement. C'est. Après, tout le reste, c'est de la politique. Mais tu le sais comme moi, les gens, ils ont de moins en moins confiance aux politiciens. Et c'est vrai dans tous les pays industrialisés. C'est vrai en France, c'est vrai au Canada. Pourquoi? Mais parce qu'ils font que de la merde dès qu'ils ont la chance. Au Canada, on a élu un mec qui s'appelle Trudeau, qui était l'espoir d'une nation, dont le père avait fait des choses, certains vont dire incroyables, d'autres vont dire abominables, mais dont le père avait eu un impact considérable sur le pays, entre autres pour avoir développé la notion du multiculturalisme. C'est énorme de dire que tous les gens, peu importe la langue qu'ils parlent et la culture qui sont bienvenus au Canada. C'est ce qui fait encore notre réputation comme une terre qui est accueillante. Ça, c'était le père de l'autre. L'autre dont je te parle, récemment, il a fait un abus de pouvoir dans un dossier très particulier. Et il a reconnu ses torts. Et là, tu te dis, fuck, mais je vote pour qui maintenant? Parce que même le mec qui est bon, parce que l'autre, il est pire. Même le mec qui est bon, il t'a vu qu'il a abusé de son pouvoir. Il reste qui? Il reste toi. Il reste que toi, tu es capable de faire des trucs. Il reste qu'il faut arrêter de demander aux autres la permission. Il reste qu'au final, la seule liberté qu'on a, c'est la nôtre. Et que même pour un pays comme la France qui s'est tenu pour la liberté et qui l'a gagné à coups de poing, au final, il faut arrêter de demander aux autres. Que ce soit Macron ou les autres. C'est vrai. C'est la première fois que ça part en politique. On a beaucoup trop demandé aux autres ce qui était permis. On a un paquet de libertés et on peut rien faire. C'est fou. C'est clair. Notre plus gros obstacle, c'est nous. C'est nous, c'est notre barrière. Après, on se dit, on a des politiciens de merde. On s'en fout des politiciens. C'est pas eux qui vont nous améliorer notre sort. Il n'y a que nous. Et de toute façon, ça a toujours été ça. Et ça ne changera jamais. Peu importe à quel point on veut politiser l'enjeu et qu'on veut supposément penser qu'on est évolué. Il n'y a que la survie, il n'y a que la jungle. Ça sera toujours ça. Et du coup, la jungle de droite ou de gauche?
Ah, la jungle, elle est en plein centre. On est en plein centre. Ok, on arrive pile dans le temps, là, on a même dépassé un petit peu nos objectifs de temps. Merci déjà pour le temps que tu as pris. J'ai une dernière question. Oui. C'est quoi la question que tu aurais voulu qu'on te pose? Euh, La question que j'aurais voulu qu'on me pose. euh, Qu'on ne pose jamais, tu dis. Ah, Ils vont écoute, jamais me la poser, celle-là. je vais te poser ça à l'inverse. La question que je déteste, juste pour t'embêter. La question que je déteste le plus. En affaires, on dit des fois qu'on devrait déterminer un plan pour les 5 prochaines années. Et cette question-là, elle est intolérable, en fait. Parce que si tu m'avais dit qu'il y a 5 ans que je serais ici avec toi, Ouais. jamais, jamais j'y aurais cru. Alors, de demander à des gens de stipuler ce qu'ils croient qui est possible pour eux dans 5 ans, quand ils n'ont même pas accès à qui ils sont à l'heure actuelle, c'est de créer nécessairement des limites. Et pourtant, cette question-là, elle est toujours posée dans le sens où on veut élever les gens. Mais tu as un plan dans 5 ans, dis-moi. J'ai un plan pour aujourd'hui et j'ai un plan pour demain. Et après, en toute sincérité, j'en ai à peu près aucune idée. Mais j'ai des principes fondamentaux et j'ai des valeurs sur lesquelles je renonce jamais. Ok. Et c'est ce qui fait que dans 5 ans, je vais sûrement, avec Tony et avec toi, si tu veux jouer le jeu, être rendu beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner d'après moi. Est-ce que tu as dépassé tes espérances d'il y a 5 ans? Tu l'as dit avec une certaine émotion, j'ai ressenti. Ouais, Ouais. mais à 100%, et je me dis de toute façon, la vie qu'on est supposé s'offrir à mon idée, c'est celle de nos fantasmes, c'est celle de nos attentes les plus folles. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas deux. C'est clair. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a une limite à tout ça. Et il faut connaître des gens qui nous sont chers, qui sont en perte d'autonomie. Il faut connaître des gens qu'on aime bien, qui sont plus avec nous, pour se rendre compte que l'idée, c'est que dans le temps qu'on a, il faut défoncer le truc en crise. En crise. Puis on est là pour ça. Ok, on va rester sur cette phrase, il faut défoncer le truc, Chris. Matt, merci beaucoup pour le temps accordé et Merci pour à le toi. temps qu'on a bouffé. Et à dans 5 ans. À dans 5 ans et même plus. Et, Merci beaucoup. on est bon.